Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire notre exposé concernant les besoins éducatifs, principalement sur les troubles dysorthographie, dyslexie, dysgraphie et dysphasie. Nous sommes Natalia Barrantes, Laura Canelo et Oscar Lison. Pour commencer avec notre exposé, nous allons premièrement parler des origines et antécédents de ces troubles. Nous savons premièrement l'existence de facteurs génétiques. Bon, s'il est vrai que ce trouble peut se transmettre de manière génétique, ça ne doit pas empêcher de chercher des méthodes de remédiation, car le cerveau de l'enfant est particulièrement plastique et on peut bien le travailler pour améliorer travailler d'une autre façon. Aussi, après, nous avons les troubles cognitifs et ils apparaissent au cours du développement de l'enfant, avant ou lors des premiers apprentissages. Aussi, nous avons des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Et c'est principalement sur la vie scolaire parce que c'est là dont la plupart des personnes se rendent compte qu'ils ont une 10. Et pour finir la partie d'origine et antécédents, nous avons aussi que les diagnostics déterminants, car il est très important de commencer à travailler de qu'on sait qu'on a une 10 pour commencer à améliorer d'une façon rapide. Définition. DI est un raccourci de langage pour évoquer une partie ou l'ensemble des troubles d'apprentissage dont les préfixes est dit. On parle donc des troubles dits. Ils sont dysorthographie, dyslexie, dysgraphie, dysphasie, entre autres. On peut trouver un changement de fonction cognitive du cerveau relative au langage, à l'écriture, au calcul, au geste et à l'intention. Pour mieux identifier, on peut voir ici le classification pour un peu classifier les différents dys. On a dyslexie, c'est les troubles plutôt de la lecture et l'écriture en général. Dysorthographie, c'est la maîtrise de l'orthographe. Dysgraphie, c'est un problème pour accomplir les gestes particuliers de l'écriture. Et dysphasie, c'est le langage oral qui est un peu différent et on a des problèmes pour décoder les langages reçus. Caractéristiques. Bon, comme caractéristique, on peut dire que les personnes qui en souffrent n'ont pas de déficience intellectuelle globale. Et en plus, il apparaît au cours du développement de l'enfant ou de l'adolescent. Et c'est un peu rare de les trouver dans l'âge adulte avec des gens âgés. C'est plutôt dans les cas des petits enfants. Et ces troubles sont innés aussi, mais certains enfants victimes d'un traumatisme crânien peuvent également présenter les troubles. Ensuite, la deuxième partie des caractéristiques, il regroupe ces troubles en 6 catégories. La première, les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, communément appelés dyslexie et dysorthographie. La deuxième, les troubles spécifiques du développement du langage oral, communément appelés dysphasie.
La troisième, les troubles spécifiques du développement moteur et des fonctions visuelles spatiales, communément appelées dysprasie. La quatrième, les troubles spécifiques du développement du processus attentionnel et des fonctions exécutives, communément appelés troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. La cinquième, le trouble spécifique du développement des processus kinesiques. Et la sixième, les troubles spécifiques des activités numériques communément appelées dyscalculie. Pour continuer, nous avons une citation concernant la loi pour la promotion de la dotation élevée, talent et créativité dans le système éducatif costaricien. Il dit: le ministère de l'Éducation publique de Costa Rica est obligé de chercher à l'intérieur des stratégies mondiales celles qui mieux adaptées au contexte éducatif national et de rendre ainsi opérationnel les portées du règlement dans les écoles et les écoles du pays. Bon, ça veut dire que le gouvernement de Costa Rica et principalement les MEP doit chercher des stratégies pour inclure tout ce type d'étudiants avec des troubles pour bien adapter au contexte éducatif national et offrir une éducation intégrale et sans discrimination. Moyen de la détecter. Bon, on peut faire un test pour voir si l'étudiant a des difficultés en relation à ce type de troubles. Mais c'est mieux de faire plusieurs tests pour voir s'il y a des difficultés dans plusieurs domaines. Par exemple, l'écriture, la partie orale, la partie d'expression écrite, plus la compréhension, pour ainsi dire, écrite. Mais en général, ils ont des problèmes pour identifier la lettre B et P. Et en outre, ils ont des problèmes pour découper en syllabes les mots. Des fois, ils voient tout coller, tous les mots, sans aucun espace. De cette façon, on peut voir que c'est un moyen pour identifier la maladie. Et en général, on doit faire toujours des observations et voir si l'étudiant a plus de difficultés par rapport aux autres étudiants. Et si, même s'il fait des efforts, ça continue tout le temps, on doit faire une petite investigation pour voir s'il a ce type de trouble. Alors, le traitement avec un psychopédagogue, un neurologue ou psychologue scolaire pour connaître la marche à suivre en vue d'un diagnostic et traitement dont les enseignants et les parents peuvent aider l'étudiant avec les tâches nécessaires envoyées par le spécialiste pour améliorer peu à peu ses faiblesses qui peuvent être renforcées. Bon, pour continuer, nous avons maintenant des activités pour intégrer les élèves à la classe de FLE. Premièrement, tactile. Ce sont des petites cartes avec de la texture qu'on peut toucher avec les doigts et suivre la graphie de l'alphabet, par exemple, ou bien des mots. On peut l'inclure, par exemple, des mots concernant les jours de la semaine, aussi des chiffres ou des mots importants pour l'apprentissage. Après, nous avons un dictionnaire collaboratif qu'il s'agit de travailler avec des images, travailler la correcte prononciation des mots à l'aide des images pour bien graphier tout ça
tout ça qui est en lettres. Et pour finir, nous avons les répétitions des lettres. Pour bien travailler la graphie de chaque lettre, nous savons aussi que la langue française a des graphies qui l'espagnol n'a pas. Donc, il faut bien travailler ce type de graphie pour qu'un élève avec un 10 ne se trompe pas pendant la continuation du cours. Après les conseils, certaines mesures sont à mettre en place en classe sans tarder. Donnez plus de temps pour lire les consignes et les indications des devoirs et des examens. Lire les consignes écrites. Limiter la copie. Donner plus de temps. L'aider à finir un travail écrit. Aérer les documents. Grossir les caractères. Connaître précisément les difficultés de l'élève par son observation et s'appuyer sur le bilan et les échanges avec la famille pour envisager des réponses pédagogiques adaptées, recourir à l'organisation d'équipes éducatives. Favoriser l'oral pour vérifier les connaissances, épeler, compter. Continuer l'entraînement graphique, séquences courtes. Valoriser la production orale, encourager, aider à la tenue du cahier de texte. Et finalement, suivre tous ces conseils pour l'amélioration des élèves avec des problèmes de 10. Alors, maintenant, nous avons une citation concernant les besoins éducatifs en général. Et il dit, la notion de besoins éducatifs spéciaux découle du concept même d'éducation spéciale. Actuellement, cette discipline est considérée comme l'ensemble des ressources personnelles et matérielles mis à la disposition du système éducatif, que celui-ci puisse répondre de manière adéquate aux besoins qui, à titre temporaire ou permanent, peuvent présenter les élèves. Donc ici, on peut analyser l'importance des besoins éducatifs dans le système éducatif du pays, parce que c'est le système éducatif qui doit s'adapter à chaque type d'élève et pas les élèves au système éducatif. Donc, il faut bien que chaque système éducatif de chaque pays a une manière adéquate pour recevoir tous les élèves qu'il y a dans le pays et aussi pour qu'ils peuvent continuer avec une éducation intégrale de la même manière que la plupart des élèves. Bon, on a vu donc que les personnes qui ont des 10 sont tellement capables d'apprendre une langue étrangère. Le professeur doit juste lier les sons avec les lettres pour aider l'élève à prendre conscience du trouble. On a vu dans la partie des activités qu'il y a plusieurs activités, des exercices pour travailler avec un élève avec ces troubles. Et après, nous avons aussi que le diagnostic doit se faire dans les premières années. Bon, dans ces cas, les parents qui ont un 10 d'un enfant avec des 10, il faut bien faire le diagnostic dans les premières années pour commencer à travailler. Pour commencer à travailler, parce qu'il est très important, parce que comme on a vu, le cerveau de l'enfant est plus plastique et on peut l'adapter, le travailler mieux.
Troisièmement, nous savons que les étudiants avec les troubles des 10 sont capables d'améliorer sa condition avec l'aide des traitements spécifiques. Nous avons vu aussi la partie des traitements et il y a plusieurs spécialistes qui peuvent aider à réussir ou améliorer la 10. Et aussi, pour finir, nous savons que les étudiants avec les troubles des 10 sont complètement capables et intelligents. La bibliographie qu'on a utilisée pour faire l'exposé. Et merci beaucoup pour